DW. L'arbre à palabre. Bonjour et heureux de vous retrouver sous l'arbre à palabre, le magazine débat de la rédaction Afrique francophone de la DW, le média international allemand. Le premier tour de l'élection présidentielle au Togo aura lieu le dimanche 22 février prochain. 7 candidats sont en compétition. On va peut-être les citer. Maître Mohamed Traoré Tchassona du Parti citoyen pour la démocratie et le développement. Professeur Komi Wolu du Pacte socialiste pour le renouveau. Docteur Kwessan Georges du Parti Santé du Peuple, Fort Esozimna Yansingbe, le candidat de l'Union pour la République, Unir au pouvoir, professeur Aimé Gogué de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement et Kodjo Agbeyome du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. La campagne électorale s'ouvre le 6 février pour une durée donc de 15 jours avant la date du scrutin. Cette campagne va s'achever 24 heures avant le jour du scrutin, c'est-à-dire le 21 février 2020. Question, quels sont les enjeux du scrutin? Les forces en présence sont-elles prêtes pour s'affronter donc le 22 février prochain? Nous allons en débattre avec nos invités dans ce magazine. Brigitte Améganvi, qui est la coordinatrice du Front citoyen Togo Debout. Bonjour Madame Améganvi. Bonjour. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative au Togo. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Enfin, le troisième invité est un écrivain togolais qui vit ici en Allemagne, Théo Ananisso. Bonjour. Oui, bonjour Eric Topona. Merci de m'inviter. Et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Eric Topona à la modération donc de ce débat. Vous écoutez la DW. Alors, première question, Théo Ananisso, je vous donne la parole parce que vous êtes supposé être neutre, un citoyen togolais. Alors, quels sont les enjeux pour vous, les enjeux de ce scrutin du 22 février? Oui, les enjeux, bon, je suis un écrivain, je vis en Allemagne comme vous l'avez dit, je ne suis pas sur le terrain, donc je n'ai pas une connaissance concrète comme ça de la réalité togolaise. Mais il me semble que au début je pensais que ça n'aurait pas d'enjeu en tous les cas, mais je pense en y réfléchissant que c'est quelque chose de très important qui va se passer le 22 en fait. Je pense que ce qui est certain, c'est que le pouvoir ne changera pas de main. C'est-à-dire que le pouvoir au sens premier, c'est-à-dire l'argent, l'armée, enfin tout cela, ça ne va pas changer de clan. Non, il n'y aura pas d'alternance, c'est ça? Il n'y aura pas d'alternance. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ceux qui détiennent le pays vont toujours le détenir. Ça, c'est clair. Il ne peut pas se permettre de lâcher comme cela. Mais je crois qu'il va quand même y avoir un enjeu qui va être de deux sortes possibles. C'est-à-dire que soit il y a un recul tactique de la part de celui qui est président actuellement, c'est-à-dire la Kabila, jurisprudence Kabila. Et donc, il y aura le prochain président, il y aura un président parmi les 6 autres, actuellement, soit, et ça c'est une question psychologique, c'est-à-dire que lui-même, qui est président, il n'a pas confiance en lui, et donc, parce qu'en face, il n'y a pas vraiment de gens machiavéliques ou qui aurait des moyens de le mettre en difficulté, donc c'est plutôt en lui, il n'a pas confiance, il ne le veut pas, et donc il ne concède même pas ce recul tactique, et il fonce en sachant, en voulant et en pensant que parmi les gens qui s'opposent à lui depuis maintenant un certain nombre de temps, il n'y aura plus tellement de gens à même de le contester encore d'ici 5 ans parce qu'ils seront vieux. Voilà à peu près, il me semble, ce qui va se passer, je crois. D'accord. Brigitte Améganvi, vous êtes donc la coordinatrice du Front citoyen Togo Debout. Est-ce que la présidentielle du 22 février prochain sera différente ou bien sera différent de ceux déjà organisés dans le pays? Malheureusement, l'enjeu principal, c'était enfin la possibilité d'organiser des élections transparentes dans un cadre électoral équitable, mais cet enjeu sera complètement raté et nous risquons d'avoir les pires élections présidentielles de l'ère Faure-Gnassingbé. Mais pourtant, Madame Améganvi, il y a eu quand même beaucoup d'innovations, si on peut dire. Hein. Le scrutin sera à 2 tours. Les Togolais de l'extérieur pourront enfin voter. La Cour constitutionnelle qui a connu quelques réformes, c'est quand même des avancées à noter et à saluer, non? Vous ne trouvez pas?
Oui, je reprends les 3 points que vous avez cités dans l'ordre inverse en parlant de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui est en place, suivant l'article 100 nouveau de la Constitution qui a été réformée en mai, devait être composée de 9 membres. La Cour constitutionnelle en place qui encadre le processus électoral est composée en fait de 4 membres valides. Oui, le pouvoir vous répondra que l'actuelle Constitution n'a pas encore pris en compte cette recommandation, d'où la situation actuelle que vous évoquez. J'espère que nous y reviendrons au cours du débat. Vous avez parlé du vote de la diaspora. Alors que le gouvernement s'était réjoui lorsqu'il s'était agi de mettre en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, il y avait un engouement énorme parmi les plus d'1,5 million de Togolais qui vivent à l'étranger. Il a fallu recourir à un article d'une agence de presse chinoise pour avoir les résultats du recensement de l'enrôlement qui s'est déroulé dans les différentes ambassades togolaises de par le monde, pour se rendre compte qu'il y a en tout et pour tout 348 Togolais prétendument inscrits sur les listes électorales dans le monde entier. Ce qui est absolument incroyable. Et ils sont arrivés à ce résultat tout simplement parce que, alors que 75% des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales au niveau national le sont sans présentation de carte de pièces d'identité et sur la base de témoignages, il a été exigé au sein de la diaspora 3 pièces d'identité en cours de validité, c'est-à-dire une carte d'identité, un passeport et une carte consulaire datant de plus de 6 mois. Voilà. Et toutes les personnes qui se sont présentées pour être enrôlées ont été refoulées. D'accord. Je vais peut-être donner la parole au ministre Gilbert Bawara. Monsieur Bawara, vous avez écouté les 2 co-débatteurs qui estiment que le scrutin du 22 février risquerait d'être un remake des 3 autres organisés sous l'ère Faure et Sozimna Yansimbe. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, j'ai écouté attentivement les 2 compatriotes et concitoyens avec lesquels j'aimerais avoir un débat serein et profond. Et probablement, il y a un constat que nous pouvons partager. Ils estiment que le président Faure et Sozimna Yansimbe sera reconduit. Je partage le même avis que mais naturellement, mais ce sera dans des conditions opaques, c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant Mme Améganvi. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, M. Ananiso, qui dit ce sera un remake, le président Faure va être reconduit, ne vous a donné aucun argument de fond qui montrerait que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire les 6 autres candidats, en raison de leurs qualités personnelles, en raison de leur programme, en raison de leur projet, auraient la possibilité de rallier une majorité de Togolais derrière leur nom. Madame Améganvi a tenté de donner des arguments. Nous ne sommes pas en train... Je voudrais que vous me laissiez parler, sinon... Allez-y, monsieur le ministre. Faire un débat avec les 2 autres. Allez-y, monsieur le ministre. Je dis tout simplement, ils ne sont pas en train de parler ni des qualités requises, des exigences requises, du programme de société, de la vision, de ce que nous cherchons à faire pour notre pays et pour nos concitoyens. Ils ne sont pas en train de parler de ça. Ils ne disent pas que tel candidat ou tel autre, quel qu'il soit, parmi les 7, et notamment les adversaires du président de la République, auraient des qualités et un programme dont ils estiment que c'est ce qui correspond à l'intérêt du Togo. C'est pas de ça qu'ils sont en train de parler. Madame Isabelle Améganvi est en train d'évoquer la situation, par exemple, du fichier électoral. Elle parle des Togolais qui sont résidents à l'étranger. Posez-lui la question, elle qui est togolaise résidant en France, est-ce qu'elle dispose d'une carte consulaire? Et de quelle date cette carte consulaire? Moi, je suis au Togo. Je suis résident au Togo. Qu'est-ce qui me distinguerait d'un touriste ou de quelqu'un qui réside en France si ce n'est pas la carte consulaire? Alors, sur quelle autre base on peut effectuer le recensement électoral des Togolais si ce n'est en exigeant un certain nombre de pièces? Et ce que nous avons fait, nous n'avons rien inventé. Nous avons regardé les pays de la sous-région, notamment d'Afrique de l'Ouest, de l'UMOA,
qui ont une avance sur nous en matière de vote de leur diaspora, et nous avons essentiellement transposé les dispositions de ce pays-là à notre pays. Alors, quand elle dit qu'il y a plus de 75% d'électeurs qui sont inscrits sans disposer de carte d'identité, je voudrais vous signaler que la grande majorité de ces cas-là se produisent essentiellement dans la région maritime. Et la région maritime, je ne suis pas certain que Mme Brigitte Ameganvi dirait que c'est le fief naturel du président Faure et Sozimna Nyasimbe. Alors, si des Togolais devraient être dépourvus ou devraient avoir des difficultés d'accès à des cartes d'identité, ça ne devrait pas se situer à Lomé. Ça devrait se situer beaucoup plus dans un milieu rural, dans les villages. Alors, donc, on a presque envie de dire à qui profite le crime. Oui, monsieur le ministre, excusez-moi de vous couper. Moi, Lomé, oui, puisqu'on a beaucoup d'autres. Pour moi, d'avoir une carte d'identité. Alors, moi, je vais vous dire quel est l'enjeu de ce scrutin. L'enjeu de ce scrutin est simple. Le Togo a enregistré au cours des dernières années, notamment depuis 2005, d'énormes progrès sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan social. Aujourd'hui, le climat politique et social est totalement apaisé. Nous avons un processus de réconciliation nationale en cours. L'économie est en pleine croissance. Les besoins essentiels des Togolais sont en train d'être satisfaits. Mais naturellement, il y a encore beaucoup de besoins et beaucoup de défis. D'accord. L'enjeu est de savoir est-ce que nous allons préserver et consolider ces avancées et ces acquis et projeter le Togo de l'avant. Oui, monsieur le ministre, excusez-moi, le temps passe vite, on va revenir à vous, voilà, désolé. Naturellement, en tirant les leçons de notre parcours, à la fois pour améliorer la gouvernance, accélérer le développement économique et offrir de meilleures conditions de vie voilà, et d'existence aux Togolais. Oui, je vais donner la parole à Madame Ameganvi que vous avez citée à plusieurs reprises. Madame Ameganvi, voilà, une réaction par rapport aux propos tenus par le ministre Bawara. Monsieur Topona, j'espère surtout que nous allons avoir un débat équilibré en temps de parole. Allez-y, vous avez le droit, allez-y. Largement entamer le sien. Allez-y, Madame Ameganvi. Je vais lui répondre d'abord sur le climat politique qu'il dit apaisé. Le climat politique apaisé, effectivement, parce que il y a un certain nombre de villes du nord du Togo qui sont en état de siège depuis plus de 2 ans. Climat apaisé parce que toutes les personnes qui potentiellement seraient en mesure de contester la fraude électorale qui est en train de se mettre en place sont l'objet de rafles et les prisons sont encore en train d'être remplies de personnes qui sont arrêtées arbitrairement. C'est une dictature qui est en train d'organiser une élection et une dictature n'organise pas une élection pour les perdre. Pour revenir sur le problème de la carte consulaire dont parle monsieur le ministre, toutes les personnes qui, en France en tout cas, et je parle du cas que je connais, se sont présentées en l'ambassade au cours des 18 derniers mois pour demander leur carte consulaire, il leur a été répondu que les machines étaient en panne. Et ces machines, apparemment, n'ont été réparées et ne sont arrivées que quelques jours avant la lettre du ministre des Affaires étrangères que nous avons reçue, nous invitant à aller nous présenter à l'ambassade pour nous informer. Non, tout ça pour dire que ce gouvernement est vraiment un État voyou qui excelle dans le mensonge et dans les turpitudes. Donc vous contestez les conditions pour obtenir la carte consulaire? Absolument. Seuls les représentants de UNIR à l'étranger, seuls les diplomates, le personnel diplomatique et leurs familles ont pu obtenir la carte consulaire qui leur permet. On ne sait même pas si eux ont été exemptés de la possession de la carte consulaire. Seuls eux ont pu s'inscrire sur les listes électorales. Oui, et vous voyez à quel point ce gouvernement crache en l'air et systématiquement ça lui retombe sur la figure. Oui, mais tout à l'heure, M. Bawara, vous demandez qu'est-ce que vous reprochez clairement à ce processus? Quelles sont les preuves que vous avez que le scrutin ne sera pas transparent? Alors, le fichier électoral est cité. Bon, personne ne le connaît, il n'a pas encore été publié. La Cour constitutionnelle qui a validé les candidatures n'est pas valide. Il y a 4 membres sur les 9 qui devraient faire partie de la Cour constitutionnelle qui n'ont pas déjà
exercé leurs 2 mandats ou qui ont été régulièrement nommés conformément à l'article 100 de la Constitution. La CENI, qui est censée organiser les élections, elle est inexistante, elle est aux ordres du gouvernement et du ministère de l'administration territoriale notamment. Le gouvernement refuse jusqu'à présent l'authentification des bulletins de vote qui aurait permis d'éviter le bourrage des urnes et les faux procès-verbaux. Le gouvernement refuse la publication des résultats de bureau de vote par bureau de vote. Le gouvernement refuse que des instances indépendantes telles que le Conseil épiscopal Justice et Paix, qui a déjà encadré et servi d'observateur au Togo, observe les élections cette fois-ci sous des motifs absolument fallacieux. Voilà, tout est mis en place pour que ça soit la pire mascarade électorale qui ait jamais eu lieu au Togo. D'accord. Tout à l'heure, voilà, je vais donner la parole à Théo Ananisso, mais je vais revenir à Monsieur Gilbert Bawara. Monsieur le ministre, les évêques du Togo ont appelé mardi le pouvoir à organiser une élection présidentielle transparente. Ce n'est pas une façon de dire, attention, tout peut ne pas bien se passer. Non, vous savez, j'ai interpellé directement Madame Brigitte Amégambi. Elle est en France depuis des décennies. J'ai demandé, depuis des décennies, elle est en train de nous parler des Togolais qui auraient eu des difficultés au cours des 18 derniers mois pour obtenir leur carte consulaire. Elle qui est en France depuis des décennies, je crois depuis 3 décennies, est-ce qu'elle est en possession de sa carte consulaire? Est-ce qu'elle s'est signalée? Même si elle ne l'a pas, est-ce qu'elle s'est signalée tout simplement comme étant une Togolaise présente sur le territoire français? Elle n'a pas pu répondre. Je crois savoir que la réponse est négative. Vous-même et ceux qui nous occupent, vous allez en déduire sur le sérieux de ceux qui réclament une chose et son contraire. Deuxièmement, concernant le fichier électoral, je voudrais vous informer que le fichier électoral est disponible, il est public, il a été audité et certifié conjointement par une mission de la CEDEAO et de l'Organisation internationale de la francophonie. Sans doute que Mme Brigitte Amégambi n'est pas informée. Et comme beaucoup de nos concitoyens qui de bonne foi sont loin de la réalité et de la situation sur le terrain, se livrent à des affabulations sans chercher à s'informer avant de prendre position. Troisièmement, elle a parlé de la Cour constitutionnelle. Je voudrais vous informer, la Cour constitutionnelle est actuellement composée. Sur le plan constitutionnel, c'est 9 membres. Mais c'est 7 qui ont été désignés. La Cour constitutionnelle est un organe collégial. Comme en France, l'Assemblée nationale est un organe collégial composé de 500 députés. Si on va à des élections législatives et qu'il y a une invalidation de 30 ou de 50 députés, cela ne signifie pas que le reste des députés ne sera pas installé et que l'Assemblée nationale ne sera pas valide. C'est la même chose pour la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas illégitime ni invalide, ni en début ni en cours de chemin. Si même les 9 personnes qui la composent étaient nommées, et qu'en cours de chemin, il y a un décès ou une situation qui se produit, la Cour ne devient pas inconstitutionnelle. Mais pourquoi elle n'est pas complète, Monsieur le ministre? Pourquoi elle n'est pas complète? Mais écoutez, elle n'est pas complète parce que l'expert de la CEDEAO, qui nous a préconisé la recomposition de la Cour constitutionnelle, a écrit noir sur blanc qu'il est souhaitable que si la Cour constitutionnelle venait à être composée de 9 membres, dont 2 nommés par le Sénat, il est souhaitable que aucune autre institution ne se substitue au Sénat pour désigner les 2 membres comme c'était le cas avant. En toute hypothèse, juridiquement, il ne se pose aucun problème. D'accord. Voilà. Nous avons consulté, nous avons travaillé avec les meilleurs juristes du monde. Et n'importe un étudiant en droit en première année qui examine un cas de la validité, de la légalité de la Cour constitutionnelle, éventuellement pourrait se poser des questions par rapport au quorum pour délibérer et pour prendre certaines décisions, non pas par rapport à l'existence même et à la validité de la Cour constitutionnelle. Alors, c'est pour vous dire que tout cela vraiment procède d'une légèreté déconcertante. Voilà, monsieur le ministre, je vous ai posé une question par rapport à l'Église. À propos de l'Église catholique, allez-y. Je voudrais vous dire ceci. Mais moi, je suis catholique. Je n'ai pas besoin de le proclamer sur les antennes, mais je voudrais le dire pour dire qu'aujourd'hui, nous avons au Togo un certain nombre de personnes et de membres du clergé qui entretiennent la confusion.
Aujourd'hui, il n'y a pas un clergé qui aurait désigné un candidat de quelque nature que ce soit. Et ce serait malsain parce que ce serait une atteinte grave à la laïcité de l'État. Oui, mais l'Église attire juste l'attention, hein, c'est juste un cri d'alarme. Juste un cri d'alarme. Non. C'est tout simplement, nous travaillons en bonne intelligence avec l'Église catholique. Moi qui vous parle, je suis ministre de la fonction publique. Pas plus tard qu'en début du mois de janvier 2020, sur ordre du président de la République, nous avons amélioré la subvention que l'État accorde à l'enseignement confessionnel pour améliorer les conditions de vie et le traitement de fonctionnaires, d'agents enseignants qui ne sont pas des fonctionnaires et qui ont été recrutés notamment par l'Église catholique et l'Église protestante. Oui, mais monsieur le ministre, ça c'était notre sujet. Pour être équitable, on va laisser réagir Théo Ananiso. Désolé, monsieur le ministre, on va revenir. Hein, le débat n'est pas terminé, mais pour qu'on soit équitable, il va falloir qu'on donne aussi la parole à notre troisième invité, Théo Ananiso. Alors, une réaction, monsieur Théo Ananiso, à tout ce qui a été dit? Oui, qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme réaction? De toute façon, je ne suis pas en politique et je n'ai pas l'intention de débattre, j'allais dire, au sens d'opposer des arguments aux propos de M. Baroua. Donc, Madame Begandi a vraiment bien répondu, je crois, à ce qu'il dit. Écoutez, cette affaire est simple. L'histoire du Togo, c'est une question éthique, voyez-vous. Des élections transparentes, c'est un niveau de supériorité. Il faut accéder à un certain niveau pour comprendre que nous sommes dans l'égalité dans un pays donné. Donc, si les gens font ce qu'ils font et continuent d'argumenter, utilisant la formation qu'ils ont, utilisant les moyens qu'ils ont, utilisant la langue française pour sans cesse argumenter fallacieusement, écoutez, je n'ai rien à dire. Ce que je vais simplement dire, et je laisserai donc la parole vraiment à M. Baroua de continuer de dire ce qu'il dit, c'est que, voyez-vous, nous sommes dans une logique monarchique. Tout le monde le sait, en 2005, et d'ailleurs aujourd'hui, je pense qu'on s'en souvient encore plus, eh bien, quelqu'un a accédé au pouvoir sans la volonté populaire. Bien. Et cette logique monarchique veut être consolidée. C'est tout simplement cela. Donc, le 22 février prochain, soit il fonce et encore il s'impose, en espérant que finalement on finira par le laisser tranquillement être roi, quitte à ce qu'il change la constitution après les deux mandats limitatifs là peuvent être dégagés, ou alors il place quelqu'un d'autre, soit il fait une tactique, il garde le pouvoir avec ses partisans tout en mettant un homme, un homme représentant. C'est vraiment tout. Je ne veux pas m'épuiser en arguments ou en propos par rapport à ces choses. Mais est-ce que vous partagez la position de l'Église catholique qui appelle quand même le pouvoir à organiser une élection présidentielle transparente? Ce sont des appels désespérés, ce sont des choses désespérées. On n'a pas appelé normalement. Si nous sommes entre gens soucieux de notre dignité nationale, soucieux de notre dignité, c'est-à-dire quand vous n'avez pas de pays, je le sais depuis tant que je suis en Europe. C'est-à-dire, vous valez ce que vaut votre pays, vous comprenez. Quand on est au Togo et qu'on est ministre ou qu'on est directeur de ceci, on peut plastronner, on peut rouler un 4x4 et bien. Mais quand vous rentrez, vous allez au village, vous voyez des cas, des torchis, des choses, des rues, il pleut et puis vous voyez tout cela, vous vous sentez, c'est-à-dire que un pays donne de la fierté ou pas. Il vous donne de l'assurance dans la vie ou pas, partout dans le monde. Et donc, un appel de l'Église catholique, rien que cet appel signifie que, franchement, les gens n'ont pas confiance. Normalement, sinon, eh bien, je ne crois pas qu'en France ou en Allemagne, l'Église catholique ou l'Église protestante appelle à une organisation, enfin, une élection transparente, ou je ne sais quel terme utiliser. Et donc, tout ça est vraiment oiseux. Sincèrement, je suis désolé, quoi. Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. Et vous écoutez toujours le magazine Sous l'arbre à palabres consacré aux enjeux de l'élection présidentielle au Togo du dimanche 22 février prochain. Brigitte Améganvi, 7 candidats sont en lice. Je l'ai rappelé dans l'introduction, beaucoup de candidats de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre, l'ancien chef de file de l'opposition, ou encore Agbeome Kodjo. En dépit des soupçons de part et d'autre, est-ce que les candidats qui s'opposent au président sortant, Faure Esozimna Yansimbe, peuvent espérer déjouer des fraudes si jamais fraude il y en a? Alors, moi, les conditions minimales pour déjouer la fraude, c'est celles que je vous ai citées tout à l'heure, à savoir l'authentification des bulletins de vote et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.
Si le gouvernement et le régime UNIR, RTT UNIR, étaient si sûrs de ses performances historiques et des performances économiques et sociales dont le ministre Bawara nous parle, je ne sais pas pourquoi ils auraient peur de permettre que les élections soient transparentes, que les bulletins de vote soient authentifiés, que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote, et que des organisations indépendantes qui ont déjà exercé cette mission de supervision et d'observation des élections puissent superviser cette fois-ci encore. Alors, de quoi donc ont-ils si peur? Mais est-ce que l'opposition n'a pas péché en n'ayant pas parvenu, ou bien en ne s'étant pas entendu sur une candidature commune ou unique lors de cette présidentielle? Non, cette histoire de candidature unique est une fausse histoire. Les Togolais se sont battus et ont manifesté au péril de la vie de 22 personnes depuis août 2017 jusqu'en 2018 pour que nous ayons un retour à la Constitution de 92 qui prévoyait des élections à 2 tours. Ce qui a été obtenu. D'obtenir. Alors, le gouvernement prétend avoir fait des réformes conformes à ce que voulait la CEDEAO, instituant les élections à 2 tours. Il est important pour l'organisation de la société civile que je représente moi, que tous les citoyens qui souhaitent participer à cette consultation électorale puissent y aller. Si l'on ne considère pas le Togo comme une dictature dynastique où seule la famille Gnassingbé a le droit d'aller aux élections, il faut que tout citoyen togolais qui se sent avoir des projets pour ce pays, des ambitions pour ce pays, puisse se présenter à l'élection présidentielle dans des conditions de transparence. Mais il y a quand même 7 candidats en liste, non? Ou bien vous faites allusion à quoi concrètement? S'il y a des élections à 2 tours, que les 7 candidats y aillent. Et donc, la question de la candidature unique de l'opposition, pour moi, c'est un faux problème. Et il faut faire attention à une chose, c'est qu'au Togo, en ce moment, on a une dérive qui est un retour absolument incroyable vers les pratiques du parti unique. D'accord. Et donc, on ne va pas mettre en place un parti unique de l'opposition, on passe du parti unique traditionnel, historique, qui a régenté le Togo depuis 1967 ou même depuis 1963. Donc, vous plaidez pour que chacun des candidats de l'opposition puisse faire ses preuves, que si jamais il y a second tour, eh bien, l'un peut soutenir celui qui arrivera au second tour, hein, c'est ce que vous voulez dire? Absolument. Mais pour cela, il faut que les conditions d'élection soient transparente par un minimum. D'accord. Alors, Gilbert Bawara, est-ce que le candidat Faure Sozimna Gnassingbé peut accepter d'aller au second tour, de se mettre en ballottage? Non, d'abord, je suis d'accord avec Mme Brigitte Amégazi quand elle reconnaît qu'il y a eu des réformes. Les réformes, la réforme de la Constitution, le rétablissement du mode de scrutin à 2 tours, la limitation des mandats présidentiels, tout cela est à mettre à l'actif du président Faure. Je suis également d'accord quand elle constate indirectement les divisions et les querelles au sein de l'opposition. Et quand vous avez une opposition et une multiplicité de candidats au sein de cette opposition, face à un candidat qui s'appuie sur un parti caractérisé par son unité et sa cohésion, qui a un savoir-faire, qui a une implantation sur l'ensemble du territoire national, vous pouvez vous-même deviner la suite. Le président Faure ne peut que être élu. Vous savez, moi j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Suisse avant de revenir au Togo. Quand j'écoute Menuet Ananiso, ça me fait pitié. Il est en Allemagne. Si demain, un fils de Mme Angela Merkel voulait se présenter à des élections, je ne crois pas que c'est lui qui l'empêcherait de se présenter. L'essentiel, c'est de créer des règles qui assurent la crédibilité et la transparence des élections. J'ai parlé tout à l'heure du fichier électoral. Personne de ces 2 contradicteurs ne peut me dire que ce que j'ai dit est faux. Ils savent que le fichier est disponible, il est public, il a été authentifié, il a été certifié par la CEDEAO et l'Union africaine. On parle de la publication des résultats de vote, bureau de vote par bureau de vote. Monsieur Eric, je voudrais vous informer que sur le continent africain, le Togo est le seul pays
non seulement qui assure le financement public des campagnes électorales, ce qui signifie que chacun des 7 candidats aura, avant le premier tour, le même montant pour sa campagne, pour créer les conditions d'équilibre et d'équité du processus. Mais surtout, nous prenons en charge les délégués des candidats dans tous les bureaux de vote. Ce qui signifie quoi? Que chaque membre, chaque délégué de candidat a le droit d'avoir une copie du procès verbal qui est affichée immédiatement dans le bureau de vote. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme mesure de transparence, de fiabilité et de traçabilité des résultats électoraux? Mais monsieur le ministre, on vous dira que le candidat sortant, le président sortant a une longueur d'avance, il est au pouvoir depuis 15 ans, il peut utiliser les moyens de l'État pour battre campagne. Écoutez, si vous qui êtes en Allemagne, nous sommes sur la Deutsche Welle, si vous deviez partir de l'idée que le parti de Mme Angela Merkel a une longueur d'avance, si aux États-Unis, vous devez partir de l'idée que le président Trump, qui est actuellement président et qui mène chaque jour campagne, a une longueur d'avance, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous, et c'est normal que le président Ford puisse avoir une longueur d'avance. Mais sa longueur d'avance se justifie d'autant plus que, en termes de qualité, en termes de valeur et d'idéaux qu'il incarne, nous ne voyons pas l'identique en face. En termes d'avoir les qualités d'un homme d'État. Mais là, c'est vous qui le dites, monsieur le ministre. C'est votre point de vue. En termes de bilan, il a un bilan, il est dépendant. Il est celui qui dit, voilà ce que nous avons fait ensemble entre 2005 et 2020. D'accord. Mais je reconnais aussi qu'il y a des défis et des besoins qui n'ont pas encore été atteints. Je le reconnais humblement. Je suis prêt à tirer les enseignements et les leçons de notre parcours pour améliorer la gouvernance, avoir une gouvernance beaucoup plus concertée, être à l'écoute des Togolais et associer l'ensemble des composantes de la société togolaise. D'accord. Nous sommes en train de parler de projets. Je souhaiterais, et le président porte son credo, nous souhaiterions que cette campagne soit l'occasion de parler de ce qui peut nous unir, la paix, la sécurité. Quel projet ambitieux pour l'ensemble du Togo? Comment construire une nation véritable, forte, où on ne parle pas, telle personne est née au nord, mais vous savez, il y a un sentiment de mépris et de supériorité de la part d'un certain nombre de gens qui croient que quand on est né à tel endroit du pays, on est plus intelligent, on est plus intellectuel, on mériterait de diriger le pays et non pas les autres. Voilà, monsieur le ministre, avant de mettre un terme au débat, je vais peut-être laisser réagir aussi par équité, Brigitte Ameganvi, à la Deutsche Welle, nous sommes équitables. Vous leur avez posé plusieurs questions, il faut mesurer et voir que nous sommes en termes de temps. Non, je pense que vous avez tous droit, vous avez tous droit au nombre de minutes. Voilà, nous, on ne soutient personne à la Deutsche Welle. Alors, madame Brigitte Ameganvi, une réponse à monsieur Bawara? À monsieur Bawara en disant de quoi a-t-il peur en refusant la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote et l'authentification des bulletins. Il ne m'a pas répondu. Moi, je n'ai pas répondu à sa question sur ma situation personnelle parce que c'est eux qui ont l'habitude de tailler des constitutions sur mesure pour une personne, de tailler des codes électoraux sur mesure pour une personne. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Il parle de l'exacerbation des problèmes ethniques au Togo. C'est sur ce point-là, le seul résultat dont le régime de Faure Gnassingbé et les 3 mandats de Faure Gnassingbé peuvent se prévaloir, c'est d'avoir exacerbé encore une fois la division ethnique, alors que ce Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir sur la base d'une réconciliation des Togolais. C'est échec sur toutes les lignes. Alors, il parle également d'un fichier électoral qui serait disponible et qui serait publié. Moi, je suis sur le site internet de la CENI du Togo que je consulte quasiment au quotidien. C'est sur ce site internet que je trouvais effectivement les données concernant le fichier électoral pour faire les analyses que nous faisons depuis 10 ans maintenant de conformité du taux d'enrôlement par préfecture. Est-ce que monsieur Bawara peut me dire où le fichier électoral est publié, si ce n'est pas la CENI qui est l'organisatrice des élections? Peut-être qu'ils sont disponibles chez lui, à son ministère,
ou au ministère de l'administration territoriale, mais cela voudrait dire en ce moment-là que ce n'est pas la CENI qui organise cette élection. Et autre information, en général, je cherche des informations sur le site internet de la Cour constitutionnelle. Ce site a disparu des radars depuis un certain nombre de mois et d'années même, pour la bonne et simple raison que si on avait un site de la Cour constitutionnelle encore valide, on pourrait aller vérifier parmi les 7 membres présumés de la Cour constitutionnelle qui faisait déjà partie de la Cour constitutionnelle de 97, de 2004 et de 2011, et on s'apercevrait effectivement que 3 des membres des 7 membres qui ont prêté serment le 30 décembre ont déjà fait leurs 2 mandats et donc ne sont plus habilités à faire partie de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 100 de la Constitution. D'accord. Je vais peut-être laisser réagir Théo Ananisso avant de vous donner une dernière fois la parole. On va faire un dernier tour de table avant de mettre un terme au magazine. Théo Ananisso, sans polémiquer, vous aviez été cité tout à l'heure par le ministre Baora. Est-ce que vous avez une réponse à lui apporter? Je suis abusé en fait un peu. Je vais essayer quand même sinon de répondre, en train de dire 2 ou 3 petites choses. La première, c'est que il y a quelque chose de sorcier quand même dans la façon de parler. Et heureusement, je félicite vraiment beaucoup les hommes politiques et les femmes politiques togolais qui débattent et discutent avec ces hommes de RPT UNIA. Parce que il a dit oui, en Allemagne, si le fils d'Angela Merkel, bon, il n'a pas d'enfant, mais enfin, voulait être candidat ou chancelier, etc. Je veux dire, c'est une façon de comparer, c'est incroyable. On compare le Togo avec l'Allemagne. Nous avons le Togo, quelqu'un arrive au pouvoir, il tue des gens avant d'être président. On a vu il y a 1 an quelqu'un, l'officier de l'armée, tirer à fusil à lunettes sur un enfant dans Lomé. C'est des choses, et puis il n'y a pas de suite. Les gens qui ont perdu leurs enfants, enfin, il n'y a pas, et ça se passe encore quotidiennement, et on ose comparer un endroit pareil, un pays pareil, avec l'Allemagne, etc. Vous comprenez? Comment voulez-vous discuter de ça? Vous allez opposer des arguments? Je ne le crois pas. Alors, il a fait allusion vers la fin, mais c'est toujours le même problème. C'est toujours le problème, c'est avec les questions ethniques, ou les gens qui se considéraient plus intelligents ou pas. Je suis, comment vous dire cela? Je suis né en Centrafrique, donc je suis né hors du Togo. Enfin, j'ai fait mon lycée à Dapan. J'ai fait mon bac à Kara, enfin vous, M. Topola, vous ne le savez peut-être pas, mais M. Baroua doit savoir ce que c'est. Donc, il y a des gens qui ont été ministres dans le gouvernement, qui ont été ailleurs, etc., qui ont été mes profs, et j'ai des amis, enfin, c'est même pas une question. J'ai écrit un roman qui va paraître là, le mois d'août prochain, qui traite de la totalité du Togo. Donc vous balayez d'un revers de main les velléités régionalistes. Totalement, parce que je n'arrive même pas à comprendre qu'on ait pu déraper dans ce pays à faire une armée aussi tribale et aussi ethnique. Je n'arrive même pas à comprendre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut pas... Le monde, vous imaginez le monde tel qu'il est, le danger du monde tel qu'il est, les terroristes qu'on impose aux pays africains pour les distraire de l'essentiel. Et des gens, en plein XXIe siècle, veut constituer une hégémonie tribale ou ethnique, régionale, etc. C'est tellement triste. Je dis vraiment, je ne sais pas ce que je peux ressentir, mais en toute vérité, j'éprouve de la pitié pour nous. Pitié pour nous, Togolais, parce que ces gens font partie de nous, quoi. Nous sommes, c'est ça la réalité du Togo, vous comprenez? Il faudra faire avec cela. Donc, je n'ai vraiment rien à répondre à cette allusion qu'il a pu émettre. Donc, je laisse la parole encore à Mme Ameganvi. Donc, pour vous, le Togo est un et indivisible. Il n'y a pas de problème nord-sud, musulmans, chrétiens. C'est pas pour faire de la promotion pour moi, mais je souhaiterais que M. Baroua s'intéresse à la littérature togolaise et modestement à ce que j'écris, et il y verrait. C'est-à-dire que je ne peux pas passer 1 à 2 ans pour écrire un roman qui traite de la totalité Togo. En 2017, je loue une voiture de Lomé et je vais du sud jusqu'au nord, jusqu'à Saint-Cancé. Je vais dans toutes les régions, rien que pour pouvoir décrire ce pays. Si on n'aime pas son pays, dans sa totalité, on ne n'y consacre pas autant de temps, autant d'énergie mentale, vous comprenez cela? Et donc, ça parlera pour moi, ça parle pour moi, je suis vraiment désolé de parler ainsi, mais je n'éprouve rien. Je n'éprouve aucun sentiment de région, de régionalisme, de quoi que ce soit par rapport à cela. Ça, c'est pas mon souci. Voilà, on va aborder donc le dernier point de notre débat.
DW. L'Afrique au cœur de l'Europe. Voilà, le premier tour de l'élection présidentielle au Togo aura donc lieu le dimanche 22 février prochain. Nous en parlons avec nos trois invités. Nous nous acheminons, je le disais il y a quelques secondes, vers la fin de ce magazine. Je vais maintenant chronométrer pour être plus équitable. Gilbert Bawara, un mot de conclusion. Je vais chronométrer. Vous avez 1 minute, je chronomètre. Merci beaucoup. Je constate que Mme Ameganti n'est pas en mesure de me dire sur la base de quel argument sérieux elle estime que la Cour constitutionnelle ne serait pas valide ou légale. Les dispositions qu'elle cite sont des dispositions citées à tort. Vous savez, moi j'ai participé activement aux discussions avec la CEDEAO et avec nos autres frères et sœurs de l'opposition. Je suis un juriste. Vraiment, je crois que pour nos jeunes frères et nos enfants, il faut cesser de dire des choses qui n'ont pas de sens. Dire que la Cour constitutionnelle serait illégitime parce qu'il y aurait 1 ou 2 ou 3 personnes qui ont été reconduites faussement, je dis, ça n'a aucune base juridique. Maintenant, moi, je n'ai pas parlé d'ethnie. M. Ananiso représente le prototype même de personnes qui ont un vrai métier et une suffisance. Voilà quelqu'un. Est-ce qu'en Allemagne, il aurait pu se permettre de dire qu'un élément des forces de défense ou de sécurité aurait tiré un lunette sur un enfant? Il peut prouver ce qu'il vient de faire comme accusation gravissime. Parce qu'il se dit, il croit que parce qu'il est écrivain, il serait détenteur d'une vérité. Il raconte des choses qui n'ont ni tête ni queue. Il dit des choses qui n'ont aucun fondement sur le terrain. Nous vivons sur le terrain. Il aurait pu en Allemagne, quand nous parlons de démocratie, d'état de droit, il y aurait une démocratie pour l'Allemagne, il y aurait un état de droit pour l'Allemagne et il y aurait une démocratie et un état de droit pour le Togo. Quand ça arrange, on dit non, il faut respecter et suivre les principes universels. Okay. Je lui pose la question, est-ce qu'un enfant de Mme Merkel pourrait se présenter ou non? Oui, il va vous répondre tout à l'heure. Monsieur Bawara, vous avez encore 30 secondes. Est-ce que vous rassurez vos compatriotes? Il y a des gens qui se croient tellement supérieurs à tout point de vue que parfois il leur manque un peu d'humilité. Maintenant, quel appel avez-vous à lancer à vos compatriotes pour que le scrutin présidentiel se tienne dans de bonnes conditions? Je peux vous dire, nous sommes dans un processus qui, à tout point de vue, respecte à la fois le cadre légal et les standards internationaux en matière d'élections transparentes et crédibles. On a parlé du fichier électoral, la CENI est mise en place et sa composition, son fonctionnement respecte le cadre légal. J'ai parlé des dispositions prises pour financer la campagne électorale, pour permettre à chaque candidat d'avoir un délégué dans chaque bureau de vote et chaque délégué a la possibilité d'avoir le copie du procès verbal des résultats. Ça, c'est des mesures concrètes et pratiques qui garantissent la fiabilité, la transparence et la crédibilité du processus électoral. D'accord. Dans cette élection qui s'annonce, nous voulons un débat sur les idées, les projets. Nous ne voulons pas nous contenter de dire succession dynastique. Mais justement, quand on parle de ce genre de choses, c'est qu'on refuse de parler des vrais débats. D'accord. Et ça, c'est les Togolais qui vont apprécier. Ils verront que le président, en raison de ses qualités, de quelqu'un qui est ouvert, qui mène une politique de dialogue, qui mène une politique de réconciliation, qui a l'expérience de la conduite des affaires de l'État, qui a les qualités d'homme d'État reconnu au Togo, dans la sous-région et sur le continent, qui a un bilan avec des progrès dans tous les domaines, aussi bien sur le plan politique, économique et social, mais qui en même temps reconnaît qu'il y a encore des défis à relever, qui dit nous devons travailler ensemble au-delà des clivages pour tirer le pays, accélérer le développement économique, intensifier la prospérité, offrir de meilleures conditions de vie aux Togolais. Ils verront que la seule personne qui incarne une vraie alternative pour notre pays, qui peut préserver la paix et la sécurité. On a parlé de la paix et de la sécurité. Oui, désolé, Monsieur Bawara, nous nous acheminons vers la fin du magazine. Je vais laisser les autres également conclure. Merci. Non, Monsieur Eric. Oui. Nous avons une armée où on entre librement.
Oui, Monsieur Barra, nous nous acheminons vers la fin. Il va falloir qu'on puisse conclure le débat. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je vais peut-être laisser aussi Théo Ananisso de dire son mot de conclusion. Allez-y, Monsieur Ananisso. Oui, non, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne sais pas. J'ai l'impression que Monsieur le ministre a souhaité tout au long de ce débat me provoquer, mais bon, je n'ai pas de raison de le suivre dans cette voie. Je ne sais pas où est-ce qu'il voit de l'arrogance. Je suis un écrivain, c'est à ce titre que vous m'avez invité. Je n'ai pas de parti politique, je ne milite pas dans une association précise. Donc, la justification de ma présence au cours de cet an d'échange avec eux est due au fait que je suis un Togolais écrivain. Et je suis dans ma position d'écrivain pour dire simplement qu'il nous faut, en tant qu'écrivain, on écrit ce qui reflète ce qui doit être notre conscience, l'état ou le degré de notre conscience, le niveau de notre conscience. C'est un effort. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres gens qui, au Togo, essaient de faire des efforts aussi bien sur le terrain qu'ici. Donc il n'y a aucune arrogance, il n'y a rien de particulier. Je pense que monsieur est dans la provocation. Écoutez, et je finirai par là, c'est quand même, l'état du Togo est quand même assez désespérant et désespéré. Nous sommes dans une impasse, vous comprenez, que ce régime, encore 5 ans, n'aboutit à rien. C'est une impasse totale. Tout le monde le voit, et donc je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus, si ce n'est que voilà quoi, c'est affligeant tout simplement. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci pour votre concision. Je vais laisser le soin à Madame Brigitte Améganvi, la coordinatrice du Front Citoyen Togo Debout, de dire son mot de conclusion. Je rappelle que Monsieur Bawara a mis près de 5 minutes à dire son mot de conclusion. Par souci d'équité, je donnerai le même temps à Madame Améganvi si elle le souhaite bien. Allez-y, Madame Améganvi. Oui, je dirais juste 2 choses. La première, c'est que je suis absolument ébahie que M. Bawara fasse montre d'un tel complexe d'infériorité, alors que depuis 1972 au Togo, j'étais en terminale, la plupart des bourses internationales étaient réservées au rééquilibrage du déséquilibre nord-sud. Depuis 1972, donc il y a depuis 50 ans, et les choses n'ont pas réellement changé. M. Bawara a à sa disposition une armée clanique composée à presque 90% de militaires d'une seule ethnie. Et une impunité est garantie à cette armée pour tous les crimes qu'elle peut commettre. M. Bawara et son gouvernement et le président de la République ont entre leurs mains toutes les manettes des institutions togolaises, que ce soit l'exécutif, le législatif, le judiciaire, la Cour constitutionnelle, la CENI, tout est entre leurs mains. Ils ont entre leurs mains toute l'administration togolaise. Et quand il dit que effectivement les membres de l'opposition qui sont candidats n'ont pas l'expérience, etc., il reconnaît, il se prévaut de leur propre turpitude en reconnaissant qu'ils ont écarté délibérément toute personne qui n'est pas de leur parti de l'exercice de toute activité économique du Togo. Et vous faites allusion à qui, Madame Améganvi? C'est réellement déplorable. Alors, comment... Est-ce que vous avez des exemples? Vous faites allusion à qui? Qui a été exclu? Mais vous regardez les membres de l'administration, regardez les membres de l'opposition. Quel est le membre de l'opposition qui a fait partie de l'administration togolaise depuis ces derniers temps? Même les personnes qui étaient dans le monde des affaires, quand elles n'ont pas voulu se plier au diktat du régime, ont vu leurs affaires péricliter, ont été victimes de redressements fiscaux exorbitants, à tel point que leurs affaires ont périclité. Mais pourtant, les partis d'opposition exercent leurs activités librement, non, au Togo, même s'il y a des problèmes. Oui, mais ils exercent leurs activités librement, au péril avec leur propre fonds, au péril de leur vie. Et c'est une situation qui est absolument difficile et différente de ce que M. Bawara décrit. Et en conclusion, Madame Améganvi, il vous reste pas beaucoup de temps. En conclusion, ma conclusion, c'est que nous l'avions dit en 2005 lorsque Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir de la manière dont on fait. Nous l'avons redit dans un document que nous avons publié en juillet 2018 et dans le titre, c'est « Mettre un terme à l'état d'exception permanent que vit le Togo ».
il n'y a d'autre solution que de faire dans ce pays une vraie transition qui permette de remettre à plat les institutions togolaises, de commencer à redresser l'économie togolaise, parce que quoi qu'en dise M. Bawara, il parle peut-être pour lui et pour ses amis qui sont aux affaires, la fameuse minorité pilleuse. Il vous reste 30 secondes pour égaler M. Bawara, allez-y. Les Togolais sont dans une misère absolument incroyable et il faut mettre en place une politique sociale digne de ce nom qui permette de restaurer une politique d'éducation saine, qui permette de remettre les infrastructures de santé en état de marche sur toute l'étendue du territoire, et cela ne pourra se faire qu'à travers une transition, et une transition sans les Gnassingbé, parce que nous avons vu le résultat de ce qu'a donné l'espèce de réconciliation qui a été menée par les bourreaux à la suite des triples coups d'État de 2005 qui a marqué l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Donc une vraie transition qui puisse remettre les institutions sur pied, organiser des élections transparentes. Et si M. Gnassingbé veut se représenter à nouveau après cette transition, il est libre de le faire. Voilà, débat très intéressant. Ça prouve vraiment que c'est la campagne électorale qui démarre, et nous en avons parlé. Nous avons parlé des enjeux du scrutin du 22 février prochain avec nos 3 invités. Je rappelle que 7 candidats sont en compétition pour ce premier tour de l'élection présidentielle au Togo, puisque voilà, il y aura 2 tours cette fois-ci. On ne sait pas si il y aura un second tour, mais de toute façon il y aura 2 tours conformément aux réformes qui ont été faites par le pouvoir, même si l'opposition estime que certaines parties de cette réforme n'ont pas été faites, notamment la question de la rétroactivité du mandat du président Faure Gnassingbé. Nous avons parlé de cette actualité au Togo avec nos 3 invités, Gilbert Bawara, ministre togolais de la fonction publique et de la réforme administrative. Nous étions également en compagnie de l'écrivain Théo Ananiso. Et enfin, nous étions en compagnie de Madame Brigitte Améganvi, coordinatrice en Europe du Front citoyen Togo debout. Le débat, je le disais, était très animé. C'est le but du jeu. Chacun a donné son point de vue, et la Deutsche Welle sera au cœur de cette campagne électorale. On va également donner la parole aux autres candidats, aux autres acteurs dans le cadre donc de cette campagne électorale. Encore une fois, merci chers invités d'avoir accepté de participer à ce débat sous l'arbre à palabres.